d'accessibilité en France pour la première fois. Aujourd'hui, je vais avoir le plaisir de vous parler d'accessibilité numérique et comment rendre vos applications accessibles à tous en utilisant les services d'IA de Microsoft et les outils de développement et de vérification d'accessibilité. Le chat est disponible pour toutes les questions. Je pense qu'on aura un petit peu de temps en fin de session pour répondre à certaines d'entre elles si elles n'ont pas pu être répondues directement dans le chat. Un petit rappel voilà, pour vous avertir qu'effectivement la session est enregistrée pour permettre sa consultation on demand, à la demande, pardon, sur le site de Build après l'événement. Donc voilà, si pour une raison ou pour une autre, vous ne souhaitez pas apparaître dans voilà, dans cet enregistrement, nous vous invitons à quitter la session si c'était le cas. Le petit avertissement légal. Un petit rappel voilà, pour faciliter voilà, si j'ai un petit peu de mal à me faire comprendre ou si vous avez des problèmes d'audition, notamment, n'hésitez pas à activer les sous-titres dans Teams. Je pourrais aussi les activer dans PowerPoint, mais ça risque de faire un petit conflit. Et puis, comme je parle vite, quelquefois, PowerPoint a un peu de mal à suivre. Et ça peut faire des moments un petit peu étonnants. L'agenda aujourd'hui, donc il y aura trois parties principales, avec d'abord une petite introduction à l'accessibilité numérique. Ensuite, on parcourra un petit peu les solutions d'IA voilà, pour rendre accessibles les applications et pour créer des facilitateurs de vie, quelle que soit notre situation. Un petit tour d'horizon aussi des fonctionnalités d'accessibilité qui sont intégrées directement dans les outils de productivité Office et dont des pages web et des sites web, avec un petit peu de démo de code, mais pas beaucoup, je vous rassure. Et puis on passera rapidement donc sur la conclusion et quelques questions-réponses s'il nous reste du temps. Alors l'accessibilité numérique, qu'est-ce que c'est? Un petit rappel d'abord sur cette question souvent liée à l'accessibilité, la question du handicap. Le handicap, c'est pas un état de santé, on le verra juste après. C'est une situation qui rend compliquées les interactions entre les hommes et les machines et leur environnement. Le handicap, il peut prendre enfin, une multitude de formes et effectivement, on est tous différents à ce sujet. Un handicap, effectivement, peut être permanent dans le cadre voilà, d'un handicap visuel ou auditif ou voilà, un handicap de motricité. Il peut être temporaire. Effectivement, bah voilà, suite à un accident, on peut se retrouver privé de mobilité et de ses fonctions simples et vitales. J'ai une petite anecdote que j'aime raconter à ce sujet. Un développeur dans mon équipe, il y a quelques années, était skateur. Alors, il est toujours, hein. Et il a pris une mauvaise chute en skate. Il s'est foulé les deux poignets. Et en fait, grâce à des outils, alors il vit au Liban, donc la couverture médicale n'est pas forcément la même qu'en France. Donc il a dû retourner au travail un petit peu plus tôt que prévu. Et grâce à des outils intégrés de, de prédiction de frappe dans les outils de développement Visual Studio, il arrivait, malgré ses poignets un petit peu, ou sa situation un peu compliquée, bah, il arrivait à travailler. Donc effectivement, voilà, ça peut être une aide en cas de difficulté temporaire. On considère aussi le handicap situationnel. Donc là, c'est effectivement en fonction de l'environnement. Donc ça peut être, là on voit sur l'image, mais effectivement,
On l'a tous vécu hein, pendant ces 2 ans qu'on vient de vivre avec les confinements successifs, les enfants à la maison sur les genoux pendant les conférences Teams ou autres. Voilà, ça rend effectivement forcément le travail plus compliqué. Mais ça peut être aussi voilà, quelqu'un sur un chantier avec le casque, avec le bruit des engins qui n'arrivent pas à entendre correctement les ordres de ses collaborateurs, ou par exemple tout simplement un barman dans un bar où la musique est très forte. Ça peut être très compliqué de prendre les commandes. Donc voilà, ce sont ce qu'on appelle des handicaps situationnels. Et puis au-delà de ça, quand on travaille sur l'accessibilité et sur le handicap au sens large, on inclut tout le monde. Quand on facilite la vie des personnes en situation de handicap, on facilite forcément la vie de tous les autres aussi. Donc je pense aux seniors voilà, qui ont la vue qui baisse un petit peu, comme c'est mon cas. Voilà, quand on fait l'effort de travailler sur ce sujet, on inclut de fait tout le monde. Et on va le voir juste après, l'accessibilité numérique, c'est vraiment un enjeu de société. On est vraiment au cœur de la vie, de tout le monde, que ce soit à la maison, en entreprise ou en école. Rendre nos outils numériques accessibles, ça permet effectivement de faire face à toutes ces situations et voilà, de faciliter la communication, la collaboration, faciliter le développement personnel, faciliter l'employabilité des personnes aussi. Voilà, donc tout ça, effectivement, est un vrai enjeu de société. Alors, pour faire ça, l'idée de l'accessibilité, c'est de créer des solutions qui soient adaptées à tous. Il s'agit plus que l'utilisateur s'adapte à sa machine, à son appareil, à son logiciel, à son appli ou à son environnement, mais que ce soit effectivement l'appli ou le device qui s'adapte aux préférences de l'utilisateur et lui permettre d'utiliser normalement voilà, ce service, cette appli ou ce device euh, en fonction voilà, de ses difficultés, ou de ses préférences. Donc le handicap, hein, comme je le disais, c'est ce qui était considéré il y a encore quelques années comme un état de santé. Aujourd'hui, il faut le considérer comme des interactions humaines incompatibles. Et donc voilà, prendre ça comme une difficulté à utiliser un service ou un appareil. Quand on travaille sur l'accessibilité de ce service ou cet appareil, on rend service à tout le monde et on facilite l'expérience pour tous. Donc c'est là que se situe l'accessibilité numérique. En France, il y a aussi des enjeux légaux. Alors, il faut pas l'oublier, hein, c'est une obligation légale. Depuis la loi du 11 février 2005, dite loi Chirac, entre guillemets, effectivement, il y a une obligation de rendre les services en ligne accessibles à toute personne pour ce qui concerne les établissements publics. Cette loi a été mise à jour en 2019 pour l'étendre aux sociétés privées qui font un chiffre d'affaires de plus de 250 millions d'euros annuels, je crois. Cette obligation, effectivement, elle s'accompagne de sanctions. Donc, effectivement, toutes les sociétés qui ont un service numérique et qui ne font pas l'effort de le rendre accessible à tous, s'exposent à des sanctions financières notamment. Et puis au-delà de ça, ça s'accompagne parfois de sanctions de réputation. Voilà, il y a des effets de bord quand on ne travaille pas forcément bien l'accessibilité qui peuvent être assez néfastes. Euh, Tout ceci a créé ce qu'on appelle le RG2A, donc qui a été créé en 2009. Euh, le RG2A, c'est un référentiel, comme son nom l'indique, le référentiel général d'accessibilité d'administration. C'est un référentiel donc, qui donne une méthode et puis un moyen de vérifier l'accessibilité de ces services. Euh, Aujourd'hui, on en est à la version 4. euh, et ce référentiel, il est basé vraiment sur ce qu'on appelle les WCAG,
les Web Content Accessibility Guidelines, qui sont édités par le W3C. Donc, W3C, c'est l'organisme qui régule le web, qui fait avancer les standards du web. Ce RG2A, il est vraiment calqué. Alors, la méthodologie est un peu différente, mais il est calqué sur les règles du WCAG. Donc, si vous travaillez dans une société américaine, par exemple, qui base ses critères de test sur le WCAG, sachez que si vous respectez l'intégralité des critères du WCAG sur votre site web, vous serez du coup couvert aussi par le RG2A. Il existe une vraie correspondance à ce niveau-là. Et on le voit, les grands principes du WCAG, ils sont édictés selon quatre piliers. C'est la perception, donc comment on arrive à bien voir, visualiser les éléments d'une page web ou d'un service en ligne. L'utilisabilité, est-ce qu'on peut vraiment utiliser correctement le service, quelle que soit notre situation. La Tanguy? compréhension, donc est-ce qu'on peut comprendre effectivement le cheminement sur une page web, la logique des actions qu'il nous faut mener. Tanguy? Et Allô? puis la robustesse, donc là c'est effectivement éviter ce qu'on appelle les breaking change, c'est ne pas faire de développement spécifique qui seront à un instant T validés par le RG2A ou par le WCAG, mais qui mettront en péril l'évolutivité du service. Alors, sur le point de l'accessibilité, comment l'intelligence artificielle peut nous aider? Alors, on va le voir, il y a beaucoup de solutions. Pourquoi, pourquoi on s'appuie sur l'IA? D'abord parce que l'IA permet de faciliter les choses, faciliter le développement, faciliter les évolutions, et principalement donc sur trois piliers pour l'inclusion. Je vois que quelqu'un a levé la main. Il semble qu'il y a peut-être un problème de son. Est-ce que tout le monde m'entend ou pas? Ok, apparemment c'est bon. Merci. Ok, super. Pardon pour cette interruption. Donc effectivement, sur le pilier de l'emploi, on utilise l'IA pour aider les gens à développer des compétences supplémentaires et pour faire évaluer la culture autour de l'embauche inclusive. Donc là, effectivement, ce sont des modèles si je prends un exemple parmi tant d'autres, ce sont des modèles de prédiction qui peuvent être utilisés par les RH, par les services de recrutement, pour effectivement pouvoir aller enrichir leur modèle de données et favoriser l'employabilité de personnes qui peuvent être éloignées de l'emploi, par exemple, sur certains critères. Sur le pilier de la vie quotidienne, effectivement, l'IA nous aide à construire des services et des solutions modernes pour les personnes handicapées en rendant les logiciels et les appareils plus intelligents. Ça permet de créer, par exemple, une appli qui va permettre d'avoir, pour une appli sur smartphone, qui va permettre aux non-voyants de se repérer dans leur rue ou dans leur quartier, en détaillant, en décrivant un petit peu leur environnement. Donc ça permet de donner plus de contexte à la vie quotidienne quand il y a une dégradation de la perception. Et puis sur les moyens de communication et de connexion, effectivement, l'IA nous permet de moderniser ces moyens, quelle que soit la façon dont nous écoutons, dont nous parlons, dont nous lisons, dont nous écrivons. L'IA permet d'adapter effectivement les services numériques euh, aux difficultés de chaque utilisateur pour rendre le service le plus pertinent et le plus efficace possible. Donc voilà, comme je vous disais, on a effectivement on est sur des piliers, sur 4 piliers principaux, donc sur la vision, comment l'IA, au travers d'un service sur smartphone ou autre, m'aide à me repérer quand j'ai un déficit visuel. Comment l'IA me permet d'interpréter
d'interpréter ma parole à moi pour en faire une action derrière qui puisse être utilisée par mes proches ou par mes pairs. Comment l'IA permet d'interpréter le langage de façon le plus naturelle possible pour faire de la traduction en temps réel ou ce genre de choses. Et in fine, comment l'IA me permet de prendre des décisions dans ma vie quotidienne ou dans mon environnement professionnel voilà, pour me faciliter la vie. Alors ici, on a quelques exemples très simples. Donc, comment l'IA peut se mettre au service de l'accessibilité. On a par exemple, pour une personne qui est non-voyante, la possibilité de capturer une image et de restituer un son, donc de faire de la description d'image, de la reconnaissance d'image voilà, pour décrire une image qui ne peut pas être interprétée autrement. Deuxième exemple, c'est capturer un son pour restituer du texte. Donc là, c'est pareil, pour une personne malentendante, permettre de visualiser directement le son ou le texte qui est émis. Et puis on l'a vu juste avant, les services de traduction qui sont effectivement très efficaces quand ils s'appuient sur des librairies, sur des bibliothèques d'IA qui sont bien fournies. Rapidement, alors très rapidement, parce que là, voilà, on est sur le portfolio Microsoft AI, donc là, il y a beaucoup de services. Juste effectivement, on va faire une vue d'ensemble, mais pour vous montrer qu'il y a deux stacks, deux couches. Il y a une première couche qui s'adresse à ce qu'on appelle les citizen developers. Donc, alors en français, ça se traduit développeurs citoyens. Ce sont voilà, les personnes qui sont plus dans le métier, qui codent pas tous les jours, voilà, par contre, qui ont besoin de créer des services qui puissent apporter de la valeur, soit à leur environnement professionnel, soit sur un plan plus personnel. Donc, voilà, en s'appuyant sur les applications existantes de Microsoft 365 ou sur la stack Power Platform, donc avec des outils qu'on appelle no-code, low-code, Power BI, Power Apps, Power Automate. Cela permet effectivement de créer des services numériques qui se basent sur l'intelligence artificielle voilà, pour augmenter les possibilités de ces services. La deuxième couche, plus bas niveau, on va dire, c'est là toute la stack qu'on appelle Azure AI. Donc, ce sont tous les services d'intelligence artificielle qui sont fournis au travers des services Microsoft Azure. Donc là, on le voit, il y a des services d'IA qui sont appliqués, donc qui sont déjà packagés, on va dire, des bot services, des connective services, etc. Tout ça qui peut être donc utilisé directement et appliqué dans votre environnement de développement pour créer des applications enrichies. Et puis, on a également des modèles d'intelligence artificielle qui sont personnalisables, comme on le voyait voilà, sur les 4 piliers de la vision, du langage, du texte et de la parole, pardon, et de la prise de décision. Et tout ça basé sur l'environnement de machine learning donc de Microsoft Azure, voilà, qui permet d'avoir un enrichissement perpétuel de ces services. Alors là, on a alors cette slide elle est un petit peu fouillis, un petit peu complexe, mais je vais la traduire très simplement. En fait, on a sur le smartphone qu'on voit sur la gauche, on a un ensemble, on a quatre applications, qui sont des applications alors, qui ont été développées par Microsoft, mais il en existe plein d'autres sur le marché, hein, qui sont basées sur des services d'intelligence artificielle de Microsoft Azure. Et ces applications, donc on a Microsoft Translator, comme on le voyait, qui était une application, comme son nom l'indique, de traduction en temps réel. On a Microsoft Seeing AI, qu'on verra juste après en démo, qui est une application d'augmentation de la perception pour les personnes non-voyantes. Microsoft Soundscape est également une application qui est dédiée aux non-voyants, qui permet de créer un balisage de leur environnement pour pouvoir se repérer sur leurs trajets les plus utilisés. Et puis Office Lens, qui est une appli de reconnaissance de documents, de visuels, d'images, de textes, voilà, pour traduire tout ça
soit en langage écrit, soit en sonore. Donc tout ça effectivement, hein, c'est basé sur les services de Microsoft Azure. Donc l'idée, c'est que ces applis qui sont dans le smartphone, qui sont compagnons quotidiens des utilisateurs, permettent de capter des données sur leur environnement, et effectivement permettent d'enrichir les différents modèles d'intelligence artificielle et de machine learning qui sont intégrés pour restituer un service qui est vraiment adapté à l'utilisateur. Alors, on a une petite vidéo, j'espère qu'elle va fonctionner, parce qu'il faut que je mette les sous-titres en français. J'ai l'impression qu'on n'a pas le son. Je sais pas si vous avez le son de votre côté. Bon, si personne ne se plaint, c'est qu'on a le son. Bien, merci Adrien. Bon, alors, je suis absolument désolé pour l'absence de sous-titres. J'avais évidemment testé ça 5 fois chez moi, mais en situation réelle, l'effet démo fait que ça ne fonctionne pas. J'ai pas pu les activer. Je posterai la vidéo, le lien vers la vidéo dans le chat parce que, enfin, moi j'adore cette vidéo, elle est super inspirante et puis, enfin, elle est très fun. On sent vraiment la mise en situation de façon très forte. Euh, Là, on passe pas encore en démo.
Mais juste pour vous montrer effectivement comment on peut coder je n'ai pas compté les lignes, mais il doit y en avoir pas plus de 15 ou 20. Donc 15 ou 20 lignes, on peut coder une fonctionnalité de reconnaissance vocale. Alors là, c'est très simple, hein, c'est en mode console. C'est du C# et quand on va lancer l'application, ça va effectivement ouvrir la console et puis activer le micro et faire une pause de 15 secondes pour détecter en fait ce qui a été dit et le retranscrire de façon textuelle dans la console. Donc voilà, c'est très basique, mais effectivement, en se basant sur des services existants de Microsoft Azure, on peut très facilement intégrer en fait à une appli en développement ou en cours ou en projet une fonctionnalité de reconnaissance vocale enfin, en faisant ça de façon un peu enrichie. Ça se fait très vite et très facilement. Euh, et voilà, là c'est pareil, une autre fonctionnalité qui est le lecteur immersif. Donc qui permet en fait d'adapter le contenu dans la majorité des applications Microsoft 365, d'adapter vraiment le contenu aux besoins de la personne de façon enfin, vraiment simple et puis avec plein de conditions différentes. Et donc là, c'est pareil. Alors bon, j'ai un petit peu réduit le code, hein, mais il faut préparer son contenu dans le cas d'une page HTML, par exemple. Si on veut intégrer le lecteur immersif, il suffit voilà, de préparer, bien préparer son code et de rajouter un petit JavaScript pour appeler le service de lecteur immersif qui ouvrira le contenu une fois qu'on l'active sur la page. Il ouvre le contenu dans une iframe et il adapte vraiment la visualisation du contenu. Et tout de suite, je vais vous montrer faire une petite démo de ce lecteur immersif pour ceux qui ne le connaissent pas. Je pense que c'est assez intéressant. Je vais passer sur mon navigateur. Non, sur Word, pardon. C'est sur Word. Oui, mais c'est sur Word Online. Donc c'est sur mon navigateur. Hop, j'espère que vous voyez bien l'écran du browser. Sauf que j'ai fait un bug. J'ai réussi à détacher mon tab de la fenêtre principale. Décidément. Voilà, on y est. Donc là, on est dans Word Online, enfin, qui s'appelle plus Word Online, qui est Word dans Office 365, et avec un extrait de Au cœur des ténèbres de Joseph Conrad, pour ceux qui connaissent. Donc un extrait textuel très simple voilà, qui peut être un petit peu compliqué et long à lire dans un document Word. Bon, là, en plus, il n'y a qu'un chapitre, mais vous imaginez que le livre est beaucoup plus long que ça. Et en fait, pour me faciliter un peu la lecture, moi, ce que j'aime bien faire, c'est pas là, c'est pas là non plus, c'est où? C'est là. Voilà. C'est lancer le lecteur immersif. Alors, le lecteur immersif, comme je le disais, il fonctionne dans toutes les applis Office. Il fonctionne aussi dans Edge. On le verra tout à l'heure. Et donc voilà, là, j'ai activé le lecteur immersif. Je peux vraiment lire, alors je peux adapter vraiment le format de la lecture à mes préférences. Si j'ai des problèmes de vision, je peux vraiment agrandir le texte comme je veux en poussant un curseur. Je peux augmenter l'espacement pour que ce soit plus facile à lire aussi. Je choisis la police et le thème, évidemment. Mais pour aller plus loin, j'ai des options. Alors là, c'est super intéressant, par exemple, dans des situations d'apprentissage, donc à l'école, pour faciliter l'apprentissage de la lecture. On peut découper le texte en syllabes.